8h, le journal est présenté par Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Terminé la trêve de circonstances pendant les Jeux Olympiques, la classe politique de nouveau aux affaires avec un sujet ô combien brûlant, la formation du nouveau gouvernement. Le nouveau Front Populaire maintient la nomination de Lucie Castet au poste de Première ministre. De son côté, Horizon pousse pour celle de Laurent Marcangeli. Et du côté de la majorité présidentielle, Gabriel Attal propose un pacte d'action, sorte de main tendue vers la droite et la gauche, exception faite du Rassemblement national et des Insoumis. Un projet, Mayalène Trémollet, détaillé dans 2 lettres écrites par le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal et le chef du parti Renaissance. Gabriel Attal et Stéphane Séjourné veulent, je cite, dépasser les clivages habituels pour se concentrer sur une demi-douzaine de chantiers prioritaires pour les Français, comme la qualité de vie, la santé ou le rétablissement des comptes publics, entre autres. En clair, le Premier ministre se veut l'artisan d'un grand rassemblement qui irait de la gauche à la droite et permettrait de gouverner sans le RN ni les Insoumis, des partis qui représentent à eux deux plus de 200 sièges. Un déni de démocratie pure et simple, selon le député RN des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio. Le pouvoir en place veulent voler leur vote aux Français. Il y aurait zéro changement, ni en termes de politique économique, ni en termes de pouvoir d'achat, ni en termes évidemment de sécurité et d'immigration. Donc c'est une dissolution qui n'a servi à rien, qui nous propose de continuer alors qu'ils ont été défaits par les urnes. L'objectif, selon Gabriel Attal, c'est surtout d'éviter un blocage au Palais Bourbon, de créer une nouvelle voie pour que le bloc central puisse gouverner grâce à plusieurs alliances. Les Français ne peuvent pas attendre, écrit le locataire de Matignon pour conclure sa lettre à quelques jours de la probable nomination d'un nouveau Premier ministre. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. En Grèce, à présent, plus de 700 pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour lutter contre l'incendie qui fait rage aux portes d'Athènes. Et s'il ne progresse plus ces dernières heures, il a tout de même parcouru plus de 10 000 hectares en moins de 4 jours jusqu'en banlieue de la capitale où des milliers de personnes ont été évacuées par sécurité. Témoignage recueilli par Maxime Gondelot. Boris habite Vyronas, dans la banlieue d'Athènes. Si son appartement est encore épargné par les flammes, il en subit les conséquences directes. J'ai eu peur à un moment donné. Les fumées m'ont prise au niveau respiratoire. J'ai dû aller chercher des gouttes pour les yeux. L'odeur était nauséabonde, nacre. À un moment donné, on n'a pas eu le choix. On a dû fermer les portes, les volets, les fenêtres et mettre la clim en route. On n'a pas eu d'autre solution. Les pompiers grecs combattent les flammes sans relâche depuis 4 jours. Philippe loge non loin du port du Pirée avec sa famille. Lui aussi trouve l'air irrespirable. J'ai vu cette immense chape de fumée qui cachait le soleil. Donc en plein après-midi, il y avait de l'ombre. Donc ça, c'était quand même assez impressionnant à voir. Ça s'est allé sur plusieurs centaines de kilomètres tout le long de la côte du Péloponnèse qui descend au sud d'Athènes. C'était vraiment une énorme fumée que j'ai jamais vue ailleurs. Pour faire face à ce feu, 6 pays dont la France ont envoyé des secours sous l'égide de l'Union européenne. Ces renforts de pompiers seront à pied d'œuvre dès aujourd'hui. Maxime Gondelot, le risque d'incendie reste encore très élevé en Grèce aujourd'hui. Une prière qui exacerbe encore davantage les tensions au Proche-Orient, celle du très controversé ministre israélien de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, était sur l'esplanade des mosquées hier. C'est le 3e lieu saint de l'islam, situé à Jérusalem-Est, accompagné de quelques 3000 fidèles juifs pour une prière dans un lieu où les non-musulmans n'ont pas l'autorisation de se recueillir. De quoi provoquer un véritable tollé international, une provocation inacceptable pour l'Union européenne. Et de son côté, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, dénonce le mépris flagrant du ministre israélien. En Russie, la région de Belgorod est placée ce matin en état d'urgence. Conséquence des bombardements ukrainiens au moment où Kiev poursuit sa contre-offensive dans la région et dans celle voisine de Koursk où elle revendique là des avancées majeures. 74 localités désormais sous contrôle ukrainien sur 800 km². C'est autant que ce que la Russie a conquis en Ukraine depuis début 2023. Une opération légitime selon Kiev qui se dit prête à se retirer si Moscou met fin à son invasion en Ukraine. Geoffrey Branger, l'Ukraine qui espère que son offensive soit un tournant majeur dans le conflit. Oui, c'est assez paradoxal, mais certains voient dans cette avancée ukrainienne une perspective de paix. En fait, Kiev cherche à avoir des arguments concrets pour faciliter les négociations et obtenir un compromis acceptable pour tous les partis. Frédéric Ancel, géopolitologue et professeur à Sciences Po. L'idéal à la guerre, c'est de prendre des gages. Lorsque
lorsqu'on est attaqué, et ce qui est le cas objectivement de l'Ukraine, on ne peut que très difficilement rester en permanence sur une posture strictement défensive. Si vous ne tentez pas d'obtenir à votre tour des gages, notamment des gages territoriaux, arriver à la table de négociation, vous aurez moins de biscuits, entre guillemets. Moins de marge de manœuvre et l'absence d'une riposte importante de Vladimir Poutine face à cette action militaire est pour Frédéric Ancel une preuve que le pari audacieux de Zelensky porte ses fruits. Je pense que le roi russe est nu. Vladimir Poutine, à plusieurs reprises, a menacé. À chaque fois que les Ukrainiens obtenaient des succès, obtenaient de nouvelles armes, Poutine grognait et menaçait. Mais là, il n'y a pas de réaction nucléaire, même pas une préalerte. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est un aveu de faiblesse de la Russie de manière générale. D'autant que c'est la première fois depuis 1945 qu'une puissance nucléaire est attaquée et qu'un morceau de son territoire est pris par une puissance non nucléaire. Geoffrey Branger. Europe 1, il est 8h07. En France, la vie étudiante coûte toujours plus cher. Plus 2,25% de hausse pour l'année universitaire 2024-2025 selon l'UNEF. On parle concrètement d'une augmentation de 482 € sur un an. Le principal syndicat étudiant pointe notamment la hausse des frais d'inscription dans l'enseignement supérieur. En 2023, le coût de la vie étudiante avait déjà augmenté de 6,47%. Quant au coût des fournitures scolaires, lui, il est en baisse, mais seulement de 1,7% par rapport à 2023, avec un montant évalué à 223 € pour la rentrée. En plein cœur de l'été maintenant, quoi de mieux que de rechercher des lieux où se mettre un peu au frais quand le soleil tape et bien pourquoi pas dans les grottes. Et oui, de nombreuses d'entre elles sont ouvertes au public en Dordogne notamment. Mais attention, dans ces grottes, il ne faut pas toucher aux parois. Une consigne stricte dont n'a pas tenu compte un visiteur de la grotte de Maxange, provoquant la chute d'une stalactite vieille de 10 000 ans. De quoi provoquer la colère des responsables du lieu, Guillaume Dreschler. Le morceau d'une dizaine de kilos a été retrouvé par terre par l'un des guides qui a de suite prévenu son directeur Cyril Caballero. La personne, je me souvenais d'elle, c'est moi qui lui avais donné les tickets. On a cherché sur les caméras et on a vu cette personne qui fait partie des milliers de personnes à qui on dit de ne pas toucher et à qui on explique pourquoi il ne faut pas toucher. On voit cette personne délibérément porter sa main et exercer une pression dessus, ce qui l'a fait tomber. Donc il la rattrape comme il peut, il la pose au sol et puis il rejoint son groupe, le sourire aux lèvres, comme un enfant qui a fait une bêtise, quoi. Il gère le lieu avec son frère et il n'en revient toujours pas. C'est énervant parce que on ouvre des lieux incroyables au public. Quand je dis on, c'est tous ceux qui font le même métier que moi. Et il y a des personnes derrière qui se rendent pas compte de la portée de leurs gestes en faisant ça. Le directeur estime que la perte est inestimable. Il faut juste pas minimiser l'acte. Ça change pas la visite en soi. La grotte, elle est toujours exceptionnelle. Les visiteurs qui viennent aujourd'hui ne le savent pas. C'est un site protégé. Il faut bien faire comprendre à ceux qui auront l'information que ça se respecte et qu'il y a des règles. L'établissement a porté plainte. Il espère obtenir un dédommagement symbolique. Guillaume Dreschler, l'un des correspondants d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Après les Jeux Olympiques, quels sports vont attirer le plus le grand public? C'est la question de notre série d'été sur Europe 1, les sports gagnants des JO. Et on pense forcément à la natation avec le sacre de Léon Marchand, mais aussi au ping-pong. Vous étiez nombreux à vibrer avec Félix Lebrun qui a décroché à 17 ans seulement le bronze en tennis de table. Et cet engouement autour du ping-pong, Alexis de la Fléchère l'a constaté sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris où a été installée la terrasse des Jeux. Reportage. Du bleu, du mauve et du vert, c'est sur un sol aux couleurs des JO que reposent ici en plein centre de la terrasse des Jeux les 5 tables de ping-pong. Et dès l'ouverture, elles sont prises d'assaut. Baptistin est membre de la fédération de tennis de table. Vous voyez, par exemple, il y a une marée de monde qui arrive. On est complet de 10h jusqu'à 19h, de l'ouverture à la fermeture. Les gens sont capables de faire plus de 20 minutes de queue juste pour jouer 5 minutes au tennis de table. 5 minutes, c'est donc le temps que Théo, 11 ans, a pour faire quelques balles avec son grand-père. Et entre deux points, impossible de ne pas parler des frères Lebrun, forcément inspirants. Ils ont beaucoup persévéré pour arriver à leur niveau. Et je pense que moi, si je veux être plus fort, je dois aussi persévérer pour atteindre le haut niveau. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un, il tient sa raquette en prise porte-plume, et l'autre, il tient sa raquette normalement. Moi, je préfère plutôt tenir ma raquette normalement. Et avec la folie Lebrun, les clubs s'attendent évidemment à une forte hausse des inscriptions. Les clubs sont déjà quasiment complets, donc on essaie de trouver même des solutions pour pousser les murs afin d'accueillir encore plus de monde. Mais il faut que nous, fédération, soyons prêts à les accueillir. Le ping, un sport que l'on peut pratiquer jusqu'à très tard. Le plus vieux licencié se trouve dans le Val d'Oise. Il est âgé de 100 ans. Reportage d'Alexis de la Fléchère. Dans le journal de Wilfried de Villers. Merci Wilfried, à tout à l'heure. La météo des plages, Estelle Lafont. Quelle ambiance sur le sable et dans l'eau aujourd'hui? Eh bien, être tard au niveau des belles falaises. Ça va s'éclaircir cet après-midi avec un indice UV de 4, une eau à 19
et 21 degrés. Du côté de Brest, le vent se lève cet après-midi, 40 km/h, c'est assez négligeable, vous êtes habitué à pire, mais comme l'eau n'est qu'à 18, ça peut décourager d'aller se tremper. Du reste, il fera ensoleillé avec 20 degrés, un temps idéal. À Agde cet après-midi, un bon vent vous attend au bord de l'eau, 55 km/h en rafale. De belles éclaircies par rapport à ce matin, 27 degrés au bord de l'eau et 25 degrés pour la baignade, ainsi qu'un indice UV de 8, Lionel.